Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Atiku Abubakar et Peter Obi, deuxième et troisième à la présidentielle nigériane, contestent les résultats de l'élection présidentielle qui donne vainqueur le candidat du pouvoir Bola Tinubu. Ces deux opposants qui dénoncent un processus entaché d'irrégularité et annoncent leur intention de saisir la justice. Le sommet sur l'environnement co-organisé par le président français Emmanuel Macron et le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est achevé ce jeudi 2 mars à Libreville. Réunion internationale sur la préservation des forêts tropicales. Plusieurs décisions ont été prises, dont un budget de 100 millions d'euros destiné à l'accélération de la stratégie de protection environnementale. La Côte d'Ivoire présente au Salon international de l'agriculture qui se poursuit à Paris l'occasion pour nous de faire un état des lieux du secteur agricole ivoirien. Nous recevrons dans ce journal M. Kobenon Kouassi Adjoumani, ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural. On ouvre ce journal par la poursuite de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron, pour qui l'âge de la Centrafrique est révolu. Après l'Angola ce vendredi 3 mars, où il a été question avec son homologue Joao Lourenço de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Angola assure une médiation bilatérale entre la RDC et le Rwanda. Il a également été question d'économie et d'agriculture. Des accords de coopération ont été conclus pour renforcer la filière agricole angolaise. Et après Luanda, escale quelques heures plus tard au Congo-Brazzaville. Une visite express ou un entretien avec le président Denis Sassou Nguesso était au programme. Alors, dernière étape de la tournée du chef de l'État français en Afrique centrale, la République démocratique du Congo, pour une visite axée sur la coopération dans les domaines de la santé et la culture, mais aussi la diplomatie et la sécurité, avec notamment la situation à l'est du pays. Et sur cette question, des acteurs de la société civile de la RDC dénoncent le positionnement de la France qui n'a pas encore condamné publiquement le Rwanda et son soutien présumé aux rebelles du M23. Avant même la proclamation des résultats, l'opposition nigériane avait dénoncé des fraudes massives, des résultats qui ont donné vainqueur Bola Tinubu, nouveau président du Nigeria, à l'issue d'un scrutin disputé. Bola Tinubu, 70 ans, le candidat du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir, l'a emporté avec 36,31% des voix contre 29% pour Atiku Abubakar et 25% pour Peter Obi. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 25 février dernier dans un calme relatif, car il y a eu de multiples incidents logistiques qui ont émaillé les opérations de vote, mais aussi le comptage des voix. Alors, dénonçant d'éventuelles manipulations, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste ont annoncé qu'ils allaient saisir la justice. Je vous propose d'écouter Peter Obi. Je veux aller au tribunal. Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians. Cette élection restera dans les annales comme l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le peuple nigérian a une nouvelle fois été volé par nos supposés dirigeants en qui il avait confiance. Et Atiku Abubakar dénonce un processus électoral entaché d'irrégularité et d'un viol de la démocratie. Écoutez-le. Cette élection 2023 était une grande opportunité pour un nouveau départ. Or, les rêves et les aspirations des Nigérians, qui ont bravé tous les obstacles pour se rendre aux urnes, ont été brisés par la commission électorale qui a complètement échoué dans son rôle. Les élections n'étaient ni libres ni transparentes. Les indicateurs indiquent qu'il s'agit des pires élections organisées depuis l'avènement de la démocratie. Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation. Je ne comprends toujours pas pourquoi la commission électorale s'est empressée d'annoncer des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées. Au terme du One Forest Summit, le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts, et plus particulièrement des forêts tropicales. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée. Ce fonds est destiné aux pays qui ambitionnent d'accélérer leur stratégie de protection environnementale. Les 6 chefs d'État présents à ce sommet international qui s'est achevé ce jeudi à Libreville, au Gabon,
a par ailleurs adopté ce qui est dénommé le plan de Libreville. Écoutez le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En valorisant ces forêts, en les exploitant de manière durable, nous développons non seulement l'économie locale, mais nous contribuons également à la décarbonation de l'économie mondiale. Ce sommet, One Forest, est également l'occasion de nous pencher sur l'exploitation durable de nos forêts, sur sa valorisation sur le plan social, sociétal, mais aussi financier, en juste retour des immenses services rendus à notre planète et à notre humanité. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. Le Salon international de l'agriculture se poursuit à Paris depuis samedi dernier et ce jusqu'à ce dimanche, un événement marqué par la présence de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et d'autres ministres ont assisté à ce Salon international de l'agriculture de Paris, marqué par la tenue d'une conférence placée sous la thématique de l'agriculture ivoirienne face aux crises internes et externes, perspective pour relever le défi de la souveraineté alimentaire. Alors parmi les ministres ivoiriens présents, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes donc de passage à Paris pour le salon de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, on l'a dit, est très fortement représentée. Alors, pour commencer, on va débuter par les relations entre la Côte d'Ivoire, votre pays, et l'Union européenne. Alors, à travers une nouvelle réglementation adoptée en décembre dernier, l'Union européenne interdit l'importation de produits issus de la déforestation. Alors, la question que l'on peut vous poser, c'est comment la Côte d'Ivoire se défend pour sauver son secteur du cacao par rapport à ces nouvelles mesures. Je voudrais vous faire savoir que notre pays, la Côte d'Ivoire, a pris le taureau par les cornes en dévançant l'Union européenne dans sa volonté de restaurer sa forêt. Vous savez très bien que il y a 6 produits qui sont concernés par les mesures de l'Union européenne et particulièrement le cacao. Nous avons décidé nous-mêmes de faire le recensement de l'ensemble de nos producteurs qui sont dans les zones rurales où est produit le cacao. Aujourd'hui, nous sommes à près d'1 million de personnes productrices de cacao. Nous avons également géolocalisé toutes les parcelles où l'on peut trouver les exploitations cacaoyères. Et je puis vous rassurer qu'aujourd'hui, plus de 85% de notre cacao sort des zones régulièrement établies, considérées comme des forêts dans les zones rurales. Donc, en aucune façon, ce produit ne peut faire l'objet d'attaques. Évidemment, il y a à côté des 85% de production qui sont régulières, nous avons 15%, je dirais même 10 à 15% de nos produits qui sortent des forêts classées. Ah, mais quelles sont les répercussions de cette mesure au niveau des producteurs? Et donc, c'est dire que cela ne va pas tellement impacter nos producteurs, dans la mesure où, de commun accord avec le ministère des Eaux et Forêts, le Conseil du Café Cacao, nous avons décidé de faire un planting d'arbres dans les parcelles occupées par les producteurs de cacao
et qui sont dans les zones classées. Donc c'est dire que ces mesures n'auront pas d'impact significatif, surtout négatif, sur nos producteurs, puisque nous avons pris les devants et nous avons décidé nous-mêmes de nous conformer aux exigences de l'Union européenne bien avant même que le règlement n'apparaisse. Et aujourd'hui, vous pouvez, au niveau de la Côte d'Ivoire, voir que le producteur de cacao dispose d'une carte. Une carte qui l'identifie et en même temps qui lui sert aussi de carte bancaire pour faire ses opérations. Alors, Monsieur le ministre, en tout cas, toutes les mesures qui entourent le secteur du cacao, qui est extrêmement crucial pour l'économie ivoirienne, toutes les mesures sont très suivies. Alors, ce secteur, la filière cacao, est régulièrement accusée d'être peu profitable aux cultivateurs. En effet, les planteurs ne perçoivent que 6% des 100 milliards de dollars que génère ce secteur au niveau mondial chaque année. Alors en 2021, avec le Ghana, la Côte d'Ivoire a pris la décision de mettre en place un différentiel de revenus décent. Quel bilan vous faites de ce dispositif? Je crois que l'Union européenne aussi doit aller plus loin dans les mesures qu'elle prend pour freiner les productions qui sortent des zones issues de la déforestation. Mais en même temps, l'Union européenne aussi doit se préoccuper du quotidien des producteurs. Et c'est pour cela nous disons que nous devons nous mettre ensemble pour aller défendre les intérêts de nos producteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé donc, sous la houlette de leurs deux chefs d'État, le président Nana Akufo-Addo et le président Alassane Ouattara, de mettre en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cette initiative a pour objet de nous mettre ensemble et de défendre les intérêts des paysans. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une politique dénommée le DRD, différentiel de revenus décents, où il est question de permettre à nos producteurs de disposer de 400 $ la tonne de fèves de cacao commercialisées. Évidemment, tout se passe bien, mais il y a toujours des multinationales véreuses qui ne veulent pas appliquer la mesure. Il y en a d'autres, par contre, qui respectent les engagements que nous avons pris. Et vous voyez que cette année, au niveau de la Côte d'Ivoire, le prix est allé à 800 francs le kilogramme. Vous avez parfaitement raison aussi de dire que ça ne profite pas aux planteurs, parce que ce sont les multinationales qui font la transformation de notre cacao qui sont les véritables bénéficiaires de ces exploitations. Pourquoi? Parce que au moment où on paye le kilogramme de cacao à 900 francs, le même kilogramme de cacao, lorsqu'il est transformé, est payé entre 25 000 et 30 000 francs. Alors, ce n'est pas normal. Monsieur le ministre, justement, quelles mesures vous envisagez? Vous avez fait ce constat vous-même afin que les multinationales ne soient pas les seules ou presque à profiter de cette filière du cacao. Mais nous avons décidé nous-mêmes de transformer nos propres produits. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes les producteurs et qu'au bout du compte, cela ne puisse pas nous profiter. Alors donc, c'est sur le long terme, mais à court et à moyen terme. Oui, mais déjà, le processus de transformation est déjà engagé. Nous sommes aujourd'hui le premier pays broyeur de fèves de cacao. Nous sommes à 800 000 tonnes de fèves de cacao broyées pour en sortir du beurre et de la poudre. À l'horizon 2025, nous devons être capables de broyer la moitié donc, de notre production. Et en 2030, nous devons être capables
de transformer la totalité de notre cacao pour ce qui est de la première transformation. Mais on va plus au-delà pour que, au niveau même de notre pays, nous soyons capables de sortir des tablettes de chocolat pour que cela soit exporté dans les autres pays. Alors justement sur le terrain, quelles sont les mesures, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place afin d'atteindre justement cet objectif qui est la transformation qui revêt effectivement un enjeu capital pour l'économie ivoirienne. Quelles sont les mesures précisément? Oui, mais vous avez vu, le président de la République l'année passée a posé la première pierre d'une usine de transformation de cacao. Et il y en a à San Pedro, à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons décidé de former des champions nationaux qui s'activent eux-mêmes à faire de la transformation. Le Premier ministre était à San Pedro. On a posé la première pierre dans le même domaine. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des installations d'usines qui œuvrent à transformer notre produit au niveau local. Donc ce n'est pas maintenant que nous commençons, ça a déjà commencé, mais notre souhait c'est d'aller plus loin et d'inciter aussi tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire se procurer de notre cacao, de les intéresser à y être. Et il y a des faveurs qui leur sont accordées dans ce cadre-là, au niveau donc des subventions qui leur sont accordées. Si d'aventure on doit faire venir des machines pour ce qui est de la transformation. Donc c'est une porte ouverte grâce à laquelle les gens peuvent venir s'installer sans moyen de déverser davantage de fonds quand il s'agit par exemple d'exonérer ou de payer des taxes. Alors d'un point de vue global et au-delà du secteur du cacao, quel est l'état des lieux du secteur agricole en Côte d'Ivoire actuellement? Aujourd'hui, avec la crise que nous connaissons en Ukraine, nos pays sont fortement ébranlés. Ébranlés parce que les intrants qui sont importés de l'extérieur coûtent énormément cher. Il y a une augmentation de l'ordre de 160%. Et cela n'est pas normal. Alors, mais la guerre en Ukraine est venue aggraver une situation qui est venue aggraver. Donc, nous avons décidé donc de faire une politique d'adaptation dans le cadre de notre lutte pour la souveraineté alimentaire. Et la politique d'adaptation, c'est quoi? C'est que nous devons être en mesure aujourd'hui de produire ce que nous consommons localement. Et le blé, c'est vrai, à partir du blé, on fabrique le pain, qui est l'un des aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Mais nous avons décidé de produire aussi de la farine de manioc, de la farine de maïs, de la farine d'igname, qui, lorsque cela a été fait, peut entrer dans la composition du pain. Ça, c'est une solution que nous trouvons. Et c'est pour ça que j'ai parlé de politique d'adaptation. Au niveau des engrais. Alors, est-ce que vous avez une date précise à laquelle vous envisagez d'atteindre en tout cas une autosuffisance ou en tout cas être sur le chemin de l'autosuffisance? Par exemple, quand vous prenez le manioc, nous sommes autosuffisants. Quand vous prenez l'igname, nous sommes autosuffisants. C'est vrai qu'on ne peut pas produire sur toute la saison, en toute saison, mais notre objectif par rapport à la politique que nous mettons en place pour produire même en contre-saison, c'est de pouvoir disposer à tout moment de denrées alimentaires. Et je crois que là-dessus, nous avons un programme de gestion agricole dénommé PNIA, qui est de deuxième génération, où il est question de produire davantage, de faire du stockage de ce que nous produisons pour éviter les pertes après production, et également de faire de la transformation pour que nous puissions vraiment disposer de denrées alimentaires au niveau de toute l'année. Alors donc c'est un travail qui se fait et je crois qu'au bout du compte, nous serons capables d'atteindre nos objectifs.
Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Monsieur Kobenon Kwasi Adjumani, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. L'État congolais face au défi du développement de l'agriculture. L'agriculture, un secteur en crise dans ce pays comme dans plusieurs autres du continent africain où seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. En République démocratique du Congo, parvenir à développer le secteur est vital, surtout dans le contexte actuel marqué par une aggravation de l'insécurité alimentaire. Reportage Eugène Chema. La situation socio-économique dans l'immensité des paysages ruraux congolais gravite autour de l'un des plus grands paradoxes, un potentiel agricole énorme, une population nombreuse et dynamique, constituée par des millions de jeunes en quête de travail. Les causes profondes des difficultés de l'agriculture congolaise sont liées au modèle économique actuel qui reste, malgré certains efforts de diversification, une économie de rente basée sur 4 rentes. La rente minière, la rente pétrolière, la rente foncière et la rente forestière. AMS Agro, une PME locale, a décidé de relever le défi du gouvernement afin de contribuer à nourrir les 90 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche. Du maïs, du manioc, une diversité de cultures et de l'élevage de bovins. AMS Agro, par sa modernité et sa technicité, incarne le nouveau défi du Congo qui veut réussir une transition agroéconomique pour vaincre le grand paradoxe rural congolais. Le pari de l'autosuffisance et l'urgent développement socio-économique doit permettre au Congo de limiter le recours à l'importation des produits pour lesquels il dispose pourtant d'un avantage comparatif avéré. La réussite de AMS Agro sur l'ensemble du territoire limitera la dépense des sommes importantes en devises de la RD Congo pour couvrir ses besoins en denrées alimentaires. Un pari dont est convaincu Senga Barianze, le ministre de l'Agriculture, représentant personnel du chef de l'État, lors de cette importante récolte sur les plantations de Muntanga. Je voudrais, de prime abord, présenter les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait être présent à ces cérémonies. Notre travail en tant que ministre de l'Agriculture, ce n'est pas dans les bureaux climatisés. C'est avec les petits agriculteurs, c'est avec les maraîchers, c'est avec tout ce monde qui nous nourrissent. Avec sa terre fertile, sa pluviométrie régulière et sa population jeune rurale pourrait contribuer à nourrir 25% de l'humanité moyennant des investissements et une politique agricole adéquate. Le Congo veut renouer avec le retour de la confiance des investisseurs privés dans les cultures de consommation locale d'exportation, batailler contre la carence en intra-agricole, revigorer les organisations paysannes et surmonter l'insuffisance des infrastructures locales de transformation, stockage, commercialisation et transformation. Un ensemble de défis dont AMS Agro se veut une vitrine de référence pour la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.